Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans la vidéo du samedi. Alors cette semaine, je ne vais pas du tout faire d'analyse sur les actions, sur les opportunités de la semaine, parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Par contre, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Je crois pas que j'ai fait ça depuis facilement un an. Je vais analyser avec vous, je vais faire de l'analyse technique, analyser tous les grands actifs macroéconomiques dans quel cycle il se trouve. On va analyser l'or coté en euros, en dollars, les obligations d'État à long terme sur la zone économique euro mais aussi américaine. On va analyser le sentiment de marché sur les indices. On va aussi, je vais vous parler d'une classe d'actifs là qui est en train de nous présenter un setup très intéressant. Alors je vais taire le nom de cette classe d'actifs, mais croyez-moi, là, si au cours de la semaine prochaine ou des quelques semaines qui viennent, ça casse par le haut, on va avoir quelque chose de très intéressant pour accumuler sur des positions sur du moyen long terme. Je vous avais parlé d'une situation sur la Grèce. Il y avait la Grèce qui était dans ce cas de figure-là il y a quelques mois. Depuis, la Grèce a commencé son run et c'est des positions qui doivent être détenues sur du moyen long terme. Et si ça vous intéresse de détenir des actifs qui ont un potentiel de valorisation extrêmement intéressant sur quelques années, et bien vraiment regardez cette vidéo en entier. Vous allez comprendre comment on fait des paris à moyen long terme, comment on investit en minimisant en maximum son risque avec des points d'entrée et de l'analyse technique sur ce genre d'actifs. Et voilà, donc c'est une vidéo qui va durer un petit peu longtemps. Je me suis mis en roue libre, c'est un format un peu spécial. Je pense pas que je recommencerai, sinon je vais vous endormir totalement. À la limite, dites-moi dans les commentaires. Alors pas forcément sur YouTube, parce que sur YouTube c'est un peu le paradis des trolls et des gens frustrés. Mais sur le blog, si ce format de vidéo vous intéresse, je pourrais peut-être en refaire de temps en temps, même en milieu de semaine, de manière à pas perturber la vidéo du samedi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on débute comme d'habitude pour l'analyse du sentiment de marché et après on dévie sur ce nouveau format. Allez, c'est parti! On est donc parti pour l'analyse de notre sentiment de marché. On va commencer par le Nasdaq. Donc le Nasdaq, il est toujours dans le range. Comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, on s'attend à ce que ça continue à fluctuer entre les deux bornes. Ensuite, soit on aura une cassure à la hausse qui réenclenchera une nouvelle vague impulsive de plusieurs semaines à plusieurs mois, soit on casse vers le bas et on rentrerait dans une correction. Quoi qu'il en soit, on est toujours dans un très beau marché haussier. Vous voyez que là, hop, on est toujours sur la vélocité, sur la cadence de cette trendline bleue. Donc voilà, pour le Nasdaq. Voilà, marché haussier avec une petite consolidation en cours. Pour le SP500, on est dans le même genre de situation. On a une petite consolidation qui est en train de se mettre en place. On a la petite trendline à court terme là, sur les derniers mois qui est en train d'être testée. Quoi qu'il en soit, on reste toujours dans un très joli marché haussier. Donc si on trace voilà, la trendline secondaire, si on part en mode correction, on ira certainement chercher... Hop, je vais vous dessiner donc ces niveaux-là qui correspondent à ce niveau de support. Donc, je vais le tracer. Hop, je mets ça avec des petits pointillés. On va faire ça bien propre. Et voilà. Donc là, si on part en mode correction, l'objectif, c'est les 2300 points, la zone est 2300 points. Pour le moment, on est simplement en train de tester cette trendline. Donc pas d'affolement, pas de situation de chute, de correction sur le marché américain. Sur le marché européen, on va passer maintenant sur le CAC petite et moyenne capitalisation. Là, on sauve les meubles. Le support ici, il est sauvé. Donc on attend toujours une sortie par le haut, par le bas. Tant que le support tient, eh bien, le scénario le plus probable, c'est une partie de ping-pong entre les deux niveaux. Après, dès qu'on aura une cassure d'un des deux niveaux, on pourra, bien entendu, faire une nouvelle anticipation, une nouvelle prévision, un nouveau scénario pour les semaines à venir. Pour le moment, toujours situation de consolidation, de petite pause. Sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, idem, là on a le petit support qui la semaine dernière avait été cassé. On n'a pas eu la validation cette semaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé sous les plus bas de la chandelle de la semaine dernière. On a sauvé le support. Donc pour le moment, tant que le support tient, le scénario le plus probable, c'est une partie de ping-pong. Voilà, d'ailleurs on va redessiner du coup le niveau de support comme ceci. Voilà, donc là, le scénario le plus probable, c'est la partie de ping-pong. Donc, rebond et voilà, on fait du ping-pong entre les deux bornes. Et enfin, le DAX. DAX est dans la même situation. Partie de ping-pong, voilà, comme ceci.
Donc voilà, si on fait le bilan de notre sentiment de marché, on est toujours ancré dans un beau marché haussier. On a une belle tendance haussière de fond. Donc on garde notre money management de marché haussier. La correction, elle n'a pas encore lieu. On est dans une période de consolidation. On n'est pas dans une période vraiment de correction pour le moment. Donc voilà, on est simplement en mode attentiste. On attend d'avoir des belles opportunités sur nos screeners, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Là, cette semaine et la semaine précédente, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc voilà, quand c'est comme ça, le fait de rester cash, de ne pas forcer le trade, de ne pas sauter sur tout et n'importe quoi, c'est un trade en soi. Donc on va simplement rester sur des positions entre guillemets défensives, c'est-à-dire qu'on a un money management qui est offensif, on trade avec le haut de la fourchette de notre risque par trade. Par contre, on est ultra qualitatif sur la sélection de nos patterns et actuellement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de patterns de bonne qualité, il y a rien. D'ailleurs, cette semaine, j'ai absolument rien d'intéressant à vous montrer. Si je devais vous montrer les quelques actions qui sont passées sur nos screeners, ce serait tellement de mauvaise qualité que à part les critiquer et dire bah voilà, ça on peut pas prendre le trade, ça on peut pas prendre le trade, ça on peut pas prendre le trade, j'aurais pas grand chose d'autre à dire. Donc simplement cette semaine je vais m'abstenir de faire une analyse parce que vraiment la qualité des patterns qui nous ont été retournés est vraiment trop moyenne ou trop moyenne basse. Et en plus voilà, vous le constatez, on a plus de vagues impulsives là sur les indices internationaux. Donc on va attendre tranquillement, voilà, on est au chômage technique entre guillemets, donc on attend tranquillement que le marché vienne à nous, que les opportunités se présentent d'elles-mêmes sur nos screeners. Et quand ce sera le cas d'ailleurs, quand on va recommencer à accumuler des actions dans notre portefeuille, des positions, eh bien naturellement les indices devraient se comporter de manière beaucoup plus impulsive, c'est-à-dire qu'on devrait repartir sur des nouveaux sommets, sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est la cadence, c'est le rythme des marchés qui fonctionne de cette manière. Donc tout simplement cette semaine, comme je ne vais pas vous présenter d'actions, je vais faire un petit tour des marchés. Voilà, on va analyser des petits actifs, voir un petit peu une vue moyen-long terme sur les différentes classes d'actifs qui peuvent nous intéresser, notamment pour nos portefeuilles long terme. Donc dans les grands actifs macroéconomiques qui sont vraiment représentatifs des cycles économiques, est-ce qu'on est dans une période d'inflation, de déflation, de prospérité ou de récession crise? Eh bien on a les obligations d'État à long terme, les obligations gouvernementales analysées. On a les matières premières avec notamment le gros leader qui est l'or. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va analyser. On va aussi analyser la parité euro-dollar parce qu'il se passe des choses ce mois-ci. Donc voilà, on va commencer par l'or coté en dollars. Alors l'or coté en dollars, voilà, il a effectué, vous le voyez, on a eu un très beau marché haussier. Alors là, je ne sais pas ce que ça fait là, euro-USD, ce n'est pas l'euro-USD. Donc on a eu un très beau marché aussi entre 2004, 2003 et une pointe en 2011. Depuis, on est en mode correction. Là, on a effectué ce qu'on appelle un bottom, c'est-à-dire un premier grand creux. Donc la vague de distribution, les vendeurs se sont arrêtés de vendre sur ces niveaux-là. Et là, on a à nouveau des acheteurs qui commencent à accumuler sur le moyen long terme. Donc là, on est vraiment dans une période où il y a beaucoup de volatilité. On est dans un espèce de grand range. Et ce grand range est en train de construire un point d'inflexion. Donc vous voyez que là on a un double creux qui est en train de se former, le premier creux qui est ici et le deuxième creux qui sera en train de se former ici. Et donc si on casse par le haut ce double creux, là on pourra anticiper sur l'or un énorme rebond voilà, vers les 1900 dollars. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, à plus court terme, sur l'année 2017, vous voyez que là, depuis avril, on évolue dans un range. Donc, dans les ranges, c'est une partie de ping-pong. Là, cette semaine, on est venu tester la résistance. Donc, ce qui se passe toujours dans les ranges, c'est qu'on vend la résistance, on achète le support jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, c'est une cassure. Donc, soit on a une cassure par le haut et là, on visera les 1380 $, ce qui n'est pas le cas du tout pour le moment. Là, le scénario le plus privilégié, c'est une retrace vers le bas de la partie de ping-pong, du range, soit on casse par le bas, et à ce moment-là, ce sera la zone des 1120 $ qui constituera le prochain objectif. En tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, sur l'or, sur du moyen long terme, on voit clairement qu'on a un énorme point d'inflexion sur plusieurs années, là, depuis 2013, voilà, 2014, 2015, 2016, 2017, qui est en train de se mettre en place.
Et quand on aura la validation, hein, concrètement, quand on va passer au-delà des 1400 points, eh bien, ça voudra simplement dire que l'or est en train de redevenir un actif qui intéresse beaucoup d'investisseurs et que ça redeviendra eh bien, un actif qui sera privilégié. Donc, ce n'est pas le cas pour le moment. On va aller maintenant analyser l'or, mais coté en euros. Il faut savoir que l'euro a repris un petit peu a repris pas mal de force face au dollar, donc c'est normal que l'or face à l'euro soit un petit peu plus faible que l'or face au dollar, hein, puisque l'euro est plus fort que le dollar. Donc là, pour le moment, voilà, on voit aussi ce gros point d'inflexion là qui est en train de se mettre en place. La ligne de pivot, allez, sur ce niveau-là. Voilà. Là, on a un petit canal haussier qui est bien volatile, qui s'est dessiné. Voilà. Comme ceci. Donc là, vous voyez, on est en hebdomadaire. Donc c'est vraiment un actif qui prend le temps à fluctuer. On pourrait même l'analyser limite en mensuel, tellement, tellement il prend du temps à analyser cet actif. Alors je regarde juste sur un autre graphe en mensuel si c'est intéressant. Non, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Quoi qu'il en soit, voilà, l'or là actuellement il est sur un niveau de support intéressant. On a eu ce qu'on appelle un petit double creux ici, là, deux creux, la cassure. Donc là, on est dans une situation de rebond. Donc ce que les opérateurs vont viser, eh bien c'est la résistance hein, qui est ici. Hop là, je vais vous la mettre en rouge. Donc là, pour l'or coté en euros, on est dans une situation de rebond. On est dans un range avec beaucoup de volatilité. Hein. On est dans un canal aussi avec beaucoup de volatilité. Donc là, le scénario le plus probable, c'est un rebond vers ce niveau-là. Puis après, peut-être qu'on irait chercher voilà, quelque chose d'un petit peu plus haut. Mais voilà, l'or coté en euros, il est dans une situation de rebond. Donc tout cela pour dire qu'au final, c'est un petit peu l'euro-dollar qui fait la pluie et le beau temps. Donc la dernière fois que je vous avais fait une analyse de l'euro-dollar, je crois que c'était là, sur la situation ici, je vous avais dit, soit là on valide par le bas et on a une accélération de la chute de l'euro et donc un dollar qui se renforce. On a repris le support très rapidement, on n'a pas eu de validation en mensuel, hein, puisque là, en fait, c'est simple, hein, pour valider si un breakout est bon ou pas, il faut l'analyser sur l'unité de temps qui le concerne. Là, vous voyez, quand on n'est pas du tout sur une unité de temps en hebdo, il y a beaucoup trop de fluctuations pour qu'on identifie clairement bien une pattern. Il faut qu'on passe en mensuel. En mensuel, là, on voit bien la pattern. Et ici, on n'a pas eu de cassure, on n'a pas eu de clôture en dessous du support. Hein, et on n'a pas eu de validation le mois d'après. Comme quoi, eh bien, c'est bon, c'était parti. Là, on a simplement eu en mensuel un test du support. Et hop, le mois d'après, on a récupéré le support. Donc là, ça, c'était le point d'inflexion qui était en train de se mettre en place. Donc d'ailleurs, je vous en avais parlé. Hein. Et là, on a cassé par le haut. Voilà, on est venu chercher le haut de la résistance. On l'a cassé. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est du mensuel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut analyser les signaux techniques en mensuel pour avoir une belle indication de ce qui se passe. Et en mensuel, ici, on a une clôture. Et là, c'est ce mois-ci, on est en train de pousser. Donc là, on a un signal technique d'un breakout qui est vraiment, qui est vraiment présent. C'est-à-dire que là, on a un double creux. Et dans les doubles creux, chartistement, on fixe un objectif comme ceci. On prend la hauteur d'amplitude, on la reporte comme ceci. Alors, je vous mets ça en violet. Et ensuite, ça nous permet donc de fixer un premier objectif. Hop là, je vais vous le mettre en rouge. Tac. Voilà. Pour l'euro-dollar, on a un premier objectif qui est autour des 1,28. Donc voilà, ça correspond à la cassure hein, de ce double creux. Donc en principe, on a un renforcement. L'euro devrait se renforcer face au dollar. En tout cas, c'est ce que l'analyse technique nous dit avec cette belle cassure. Alors, ça, voilà, les marchés ne fluctuent pas. Les marchés fluctuent, ça va pas en ligne droite. Hein, ça peut très bien repartir un petit peu en dessous du pivot, faire comme ceci, comme cela, consolider avant de repartir. Quoi qu'il en soit, ce signal, il est vraiment très pertinent et très fort. Hein, on est sur une base mensuelle. Donc voilà, c'est quelque chose à surveiller. En tout cas, si on a véritablement un renforcissement de l'euro face au dollar, ça voudra simplement dire que sur l'or coté
en euros, on va avoir du mal à rebondir hein, sur l'or coté en euros. Ce scénario jusqu'en haut du range, il va avoir beaucoup plus de mal. Et voilà, forcément, si l'euro se renforce face au dollar ou face à l'or, ça veut dire que l'or ne devrait pas avoir une puissance impulsive qui soit très prononcée. Bon, maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des obligations long terme européennes. Donc, je vous en avais parlé en début d'année. Ici, on avait eu un premier, voilà, on a le point d'inflexion qui s'est mis en place ici, avec un beau signal chartiste. Alors, on va le mettre, hop là, ici en vert. Puis la séance d'après, la semaine d'après, on a une invalidation de ce signal. C'est pas parce que l'invalidation du signal, c'est pas parce que là, on a invalidé le signal qu'on n'est pas dans une situation de retournement. Vous voyez, on est en train de faire un grand point d'inflexion. Là, on avait ce qu'on appelle une épaule, tête, épaule. Si on regarde un petit peu plus à long terme, on a aussi là une épaule, tête, épaule, donc inversée, qui est simplement un petit peu plus grande. Voilà, dans le temps. Ça veut dire qu'on n'est pas vraiment sur une unité de temps en hebdomadaire, mais plus en mensuel. Donc là, je vais vous mettre ça. Épaule, tête, épaule. Je vous fais un cours d'analyse technique en direct, là, hein, en ce moment. Hop là. Voilà. Là, on va mettre le T. Donc, une épaule, tête, épaule inversée. C'est une figure chartiste, hein, avec... C'est comme un être humain. Hop là. Il a son épaule, sa tête, son épaule, c'est inversé. C'est une forme de point d'inflexion que prennent les marchés financiers. Hein. Hop là. Donc là, tout simplement, ce point d'inflexion là qui est en train de se mettre en place, pour qu'il soit validé, hein, il faut simplement que les cours viennent clôturer au-dessus. À ce moment-là, on aura un énorme point d'inflexion, exactement comme on a eu bien ici. Vous voyez que là, on a eu un énorme point d'inflexion. On a cassé par le haut et on a eu une belle vague impulsive. Donc voilà, ça c'est pour les obligations d'État à long terme. Sur l'Europe, elles sont en train d'effectuer un beau point d'inflexion. Donc on attend tout simplement la cassure par le haut pour pouvoir réanticiper une forte vague haussière. Je vous rappelle hein, qu'ici, il y avait une première anticipation qui a été annulée pendant la semaine de fin juin. Mais ça ne remet pas en cause le fait qu'on soit en train de dessiner un gros bottom. Ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui se passe maintenant sur les obligations d'État américaines. Et ce sera tout. On clôturera cette analyse globale macro là-dessus. Alors, où est-ce qu'elles sont nos petites obligations? Je les cherche. Et elles sont où? J'ai une grande liste, en fait, là à gauche, avec tout un tas d'actifs. Voilà, elles sont là. Alors, sur les obligations d'État américaines, vous voyez que là, le scénario a été beaucoup plus clair. Hein. On a eu un premier signal ici, là, de la cassure de ce double creux. Puis après, ça s'est enchaîné tranquillement. Hein. Donc là, on n'a pas eu d'invalidation. Ça s'est directement enchaîné. Donc là, on est dans une situation de rebond, hein, de retournement de tendance. Et c'est pour ça qu'il est très important quand vous faites des analyses de marché, de le faire sur plusieurs marchés différents. Parce que si vous ne prenez en compte qu'un seul signal sur un seul marché, ça ne vous donne pas une vision vraiment pertinente de ce qui est en train de se passer sur une classe d'actifs. Si vous analysez, par exemple, je sais pas moi, les matières premières, n'hésitez pas à analyser un panier de matières premières, un gros panier de matières premières, d'analyser l'or, le silver et de le faire sur plusieurs devises pour vraiment comprendre si c'est la devise en elle-même d'une zone économique qui est en train de faire fluctuer à défaut que ce soit la matière première, que ce soit la zone économique, la puissance de la devise qui fasse fluctuer la matière première. C'est un petit peu ce dont on a parlé avec l'or hein, juste avant, ou si c'est vraiment la matière première en elle-même qui redevient à la faveur des investisseurs, que les investisseurs se ruent vers la matière première et auquel cas, la fluctuation en termes de devises n'a pas vraiment d'impact. Et là, voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Là, vous avez les obligations d'État cotées en dollars, puisque c'est des obligations d'État américaines. Avant, on avait les obligations d'État cotées en euros sur la zone économique. Donc là, vous voyez que le scénario dont je parlais en début d'année, qui était un retournement du marché des obligations d'État à long terme à la hausse,
il est toujours présent, il est toujours pertinent. Là, on voit, ça s'enchaîne. Et quand on fait ce genre d'analyse, il faut vraiment analyser sur deux zones économiques différentes, sur deux devises différentes, pour voir si c'est la devise, je le répète, hein, si c'est la devise qui fait fluctuer la classe d'actifs ou si c'est vraiment la classe d'actifs qui devient à la faveur des investisseurs et du cycle économique qui est en train de se mettre en place. Et là, on voit clairement que les obligations d'État sont en train de redevenir quelque chose qui intéresse les investisseurs depuis le début de l'année 2017. Donc là, sans surprise, on est en train de se retourner. Là, on attend à nouveau une cassure de ce petit range pour l'accélération vers le haut de cet énorme range. On est toujours dans un beau canal haussier, dans un beau marché haussier sur les obligations d'État à long terme. Donc voilà, là on est dans une situation de reprise à la hausse des obligations d'État à long terme. Alors dernière chose, je vais peut-être vous présenter, c'était quoi? Je crois que c'est les minières. Alors les minières, je vais vous présenter un petit peu les actions, enfin pas les actions, mais c'est un indice d'actions aurifères. On dit pas aurifères, mais on dit aurifères. Je suis dyslexique, hein, c'est pour ça que souvent je fais des petites erreurs de langage et de prononciation. Donc là, bref, quoi qu'il en soit, là on est sur les actions minières gold, les juniors, donc c'est les actions qui font de l'extraction, il me semble, en or, hein, si je ne me trompe pas. Là, on est en train de faire un petit point d'inflexion qui commence à devenir très intéressant. C'est-à-dire que là, si on casse par le haut ça, au vu de la volatilité de cet actif, parce que vous voyez que cet actif, il était ancré dans un puissant marché baissier sur la presse spécialisée, tout le monde était là, mais il faut acheter, tout le monde en a acheté, et puis après, vu que ça a chuté pendant des années, maintenant c'est un petit peu le secteur que tout le monde veut fuir, plus personne veut de ces actions, alors qu'en réalité il est en train de se retourner ce secteur. Là en 2016 on a eu, je vous en avais d'ailleurs parlé dans les vidéos du club, on a eu ce premier point d'inflexion ici qui s'est mis en place avec une forte vague haussière. Donc là on est en train vraiment de créer un énorme point d'inflexion, et là vous voyez que là le deuxième point d'inflexion, donc ce serait un énorme double creux comme ça, le premier creux, le deuxième creux, et là on est sur le bas du deuxième creux. Donc là si on casse à la hausse ça en hebdomadaire, on aura déjà un premier point d'entrée très intéressant avec là une zone de distribution. Mais pour du moyen long terme, ceux qui s'intéressent à ce secteur, ça peut être quelque chose de très intéressant pour investir à moyen long terme. Là, à partir du moment où on va commencer à casser par le haut, ici, il y a de fortes probabilités pour ce soit la première grande vague de hausse, l'initiation du grand rallye sur les actions, sur tout ce qui est minière. Donc là, c'est sur les juniors, mais vous allez voir, là, on va passer sur les juniors. Non, c'est pas les juniors, mais ça, c'est sur les actions minières. Hop, hop, sur l'argent, alors on a à peu près le même genre de situation, gros marché baissier. Là, on a ce qu'on appelle un biseau, un wedge. On casse à la hausse. Et là, on est en train de former un énorme double creux. Donc, vous voyez que là, dans ce double creux, donc premier creux, tac, deuxième creux, tac. Et là, les fluctuations du bas de ce deuxième creux sont véritablement en train de se resserrer. Et ça, c'est le genre de prise de position que l'on adore, tout simplement parce que la prise de risque est très 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 limitée. Ça nous permet d'avoir des ratios, des RR très très intéressants. Pourquoi? Tout simplement, regardez, si là on casse, qu'on entre en position là sur la cassure. Une fois que la cassure est validée, on entre en position. Si on met un stop juste en dessous, c'est-à-dire que si ça s'invalide et que les cours se retournent, on va sortir de position ici avec une petite perte. L'amplitude là de cette fluctuation, elle est extrêmement faible au vu des amplitudes que cet actif est capable de développer. Et ça veut tout simplement dire qu'on a un contexte de trading, un setup de trading qui nous propose un RR, un risk-reward très intéressant. Et le potentiel de hausse derrière, il est vraiment aussi très intéressant. C'est quelque chose qui, voilà, avec le premier objectif, on a 50% de gains pour un risque qui devrait se trouver autour des 15%.
Donc on est au-dessus d'un risque reward de 1 pour 3. On est prêt à perdre 1 pour gagner 3. Et après, si on prolonge la position, c'est-à-dire que si on surfe et qu'on voilà, on a un objectif à plus de 126% de gain là, sur la dernière résistance visible sur cet ETF. Donc ça veut dire tout simplement que si on prend graduellement des gains, là, on va se retrouver avec un risque-reward très facilement à 2 voire 3. Si on a des autres opportunités d'entrer en position sur cet actif, on pourra mettre en place des nouveaux trades avec des positions latentes derrière qui continueront à surfer la tendance haussière de cet actif jusqu'à notre objectif à plus de 120%. Donc c'est sur ce genre d'actif, sur ce genre de situation d'actif à très court terme, vous voyez, on a un bon risque-reward. À moyen terme, on a un actif qui met en place des belles hausses avec voilà, un objectif qui est lointain. Et à long terme, on a un très gros potentiel sur cet actif. Et c'est sur ce genre de situation où on veut essayer de timer des prises de position. Et l'analyse technique, c'est pas quelque chose qui en soi nous permet de prédire l'avenir, c'est simplement quelque chose qui nous permet de spotter comme ça, de trouver des endroits sur lesquels on va avoir un risque-reward très intéressant et sur lesquels la psychologie des investisseurs est à la faveur de notre risque-reward et de notre avantage sur notre plan de trade. Donc dernier actif, toujours dans la même catégorie, donc c'est les minières mais gold, donc c'est pas les juniors. Vous voyez que là c'est le même genre de situation, on a un énorme point d'inflexion en double creux en train de se mettre en place. Et là on a le double creux ici, voilà. Donc on va vraiment surveiller sur cette classe d'actifs au cours des prochaines semaines. Si on casse par le haut, ça pourrait être un point d'entrée très intéressant pour commencer à accumuler cette classe d'actifs pour les portefeuilles long terme. Là, je ne parle pas de swing trading sur action de quelques semaines à quelques mois. Je parle vraiment des positions sur plusieurs années. C'est pour les investisseurs qui cherchent à accumuler des classes d'actifs macroéconomiques. Vous savez, moi, j'aime pas trop acheter des actions sur le long terme, puisqu'à long terme, les actions ne montent pas. Les indices montent, les indices d'actions montent, parce que la structuration de l'indice fait que quand on a des mauvaises entreprises, elles sortent de la pondération de l'indice et on a des nouvelles entreprises qui entrent. Ces nouvelles entreprises sont représentatives de l'économie actuelle. Donc, clairement, on n'a plus d'entreprises qui construisent des rails de chemin de fer en 2017 parce que c'est plus l'économie du monde ne repose plus ou d'un pays sur la construction de rails de chemin de fer. Donc, quand vous achetez un indice boursier, lui-même va faire cette auto, il va purger automatiquement les entreprises qui sont obsolètes et il va automatiquement mettre dans sa pondération les entreprises qui sont en train de créer de la valeur pour l'économie actuelle et qui sont en train de créer du profit. Donc quand vous achetez un indice pondéré, vous avez au moins la sûreté que cet indice n'ira pas à zéro, alors que quand vous achetez une compagnie sur du moyen long terme, c'est-à-dire sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, cette compagnie a beaucoup plus de risques de faire faillite que un indice. L'indice, il va sortir graduellement les entreprises qui vont mal et il va incorporer graduellement les entreprises qui vont bien. Donc, dans cette logique-là, quand vous achetez un indice de minière, que ce soit des juniors ou pas, que ce soit sur l'argent ou l'or, au moins, vous avez beaucoup plus de sécurité que d'acheter 4 ou 5 minières en direct. En tout cas, c'est ma vision. C'est une vision qui est purement mathématique. Après, pour ceux qui se disent voilà, oui, mais l'émetteur peut-être peut faire faillite, donc c'est pour ceux qui sont un petit peu en mode Cassandre, l'apocalypse, la fin du monde, la fin des marchés boursiers. Croyez-moi que si tous les émetteurs financiers se mettent, donc de traders, se mettent à faire faillite, le fait de détenir ou pas des actions, ce sera le cadet de nos soucis, parce que ça voudra simplement dire que toute l'économie américaine, tous les épargnants qui épargnent pour leur retraite via les plans 401k et qui utilisent des ETF, tous les hedge funds qui sont investis sur des ETF auront fait faillite et ce sera un impact gigantesque pour le monde entier. Et je pense que si on devait se retrouver dans ce genre de situation, le cadet de nos soucis, ce serait de savoir si nos actions sont encore... on fait faillite ou pas. Le cas de nos soucis, ce serait plutôt de comment est-ce qu'on va s'alimenter, comment est-ce qu'on va se protéger nous et notre famille, etc. Et ce genre d'événement catastrophiste, concrètement, il ne faut pas vivre avec ce genre de choses en tête, sinon on n'avance pas, on ne fait rien d'intéressant dans nos vies et peut-être que ça se produira dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans.
peu importe, mais c'est pas avec ce genre de contraintes psychologiques, de postulats que l'on doit mettre en place nos routines de vie et nos objectifs de vie. Sinon, on ne fait que stagner, on est toujours en défensive, on ne crée rien d'intéressant parce qu'on se dit toujours... Si je crée quelque chose d'intéressant, si j'investis en bourse, si j'investis en immobilier, si je crée une entreprise, je sais pas moi, si j'apprends à faire de la guitare, à quoi bon puisque de toute façon c'est la fin du monde dans 3 ans. À quoi bon faire tout ça? Donc du coup on reste dans son canapé, on fait rien d'intéressant. Et vous voyez que c'est ça le piège de cette vision catastrophiste. Alors oui, c'est intéressant de savoir que c'est une potentialité qui existe de manière... avoir peut-être des petites pièces d'or dans son patrimoine ou des lingots en fonction de la taille de votre patrimoine. Mais au-delà de cette sécurité, de cette assurance, ça sert à rien de baser ses stratégies de vie sur des postulats catastrophistes parce que sinon toute votre vie va être un désastre et en fait c'est votre vision catastrophiste du monde qui va rendre votre vie catastrophique même s'il se passe rien de catastrophique dans le monde. Donc voilà, c'est un petit peu le piège et je vous encourage à ne surtout pas tomber dedans. Donc la stratégie des ETF, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant parce que c'est cette construction, cette pondération qui est mouvante. Hein. À chaque fois qu'on a des nouvelles entreprises qui deviennent beaucoup plus florissantes, elles prennent de plus en plus de pondération dans l'ETF. Les mauvaises entreprises, elles sortent. Ça vous assure d'avoir un actif qui, sur le moyen long terme, a plus de chances de monter que d'aller sur zéro. Donc, si vous mêlez ça un petit peu avec une bonne pondération des actifs dans votre portefeuille et un petit peu d'analyse technique pour bien timer vos opérations, vous allez vous retrouver avec des excellents actifs dans votre portefeuille si vous voulez faire du long terme en mode picking. Donc le mode picking, hein, c'est on va sélectionner des classes d'actifs sur la base de un petit peu comme disent les grands investisseurs, il faut acheter bas et vendre haut. Voilà, dans cette logique de sélectionner des classes d'actifs qui ont été largement vendus et massacrés par les investisseurs comme la Grèce, comme on a quoi aussi, on a la Russie, on a cette classe d'actifs, hein, les minières, on a l'or aussi. Hein, l'or, vous le voyez, hein, on est sur un bottom de marché, ça a été massacré au cours des dernières années. Et bien, en choisissant une bonne pondération et des bons points d'entrée sur ces positions, vous pouvez graduellement vous constituer dans votre patrimoine, une petite portion de votre portefeuille dédiée à ce genre de stratégie. Pour moi, c'est pas, vous savez. En stratégie long terme de portefeuille, on a la stratégie core et on a la stratégie satellite. On peut mettre plein de petites stratégies autour d'une stratégie core. La stratégie core, pour moi, elle doit être basée sur quelque chose qui est beaucoup moins volatile que ça. C'est-à-dire, on a des grandes classes d'actifs. Typiquement, on va avoir un portefeuille permanent comme celui de Ray Dalio, hein, le All Weather, ou celui de... j'ai des trous de mémoire. De Harry Brown, je me rappelle plus de son nom, le permanent portfolio. On peut avoir ça, on peut avoir des stratégies un petit peu plus avancées de suivi de tendance, hein, avec le momentum qui vont nous permettre d'avoir un petit peu plus de rendement en limitant la volatilité. Donc ça va vraiment être les stratégies core de notre patrimoine dans la partie long terme. Et après, on peut mettre des petites stratégies satellites autour. Et donc ça peut faire partie d'un satellite qu'on aura autour de notre stratégie core. Waouh, donc cette vidéo est à rallonge, je me suis mis en roue libre cette semaine. Donc bref, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur les stratégies long terme, hein, pour gérer un patrimoine à long terme, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez vous retrouver sur cette page et sur laquelle je vous présente les 4 grandes stratégies, hein, que vous pouvez mettre en place pour définir une stratégie core à long terme et des stratégies satellites. Donc on a la stratégie bon père de famille qui permet d'avoir des rendements très 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 réguliers avec un minimum de volatilité. Hein. On est pratiquement à 10% par an avec le pire mois depuis 1989. On a fait moins 6,5%, donc c'est vraiment une stratégie qui est très conservative et qui permet d'avoir une belle rentabilité. On a la stratégie devenir rentier aussi qui délivre pratiquement 15% par an en moyenne. Hein. Donc il y a des périodes comme là depuis 2 ans, on était dans un gros range, donc ceux qui l'ont mis en place en bas du range, ils ont réalisé facile 10-15%, ceux qui l'ont pris en haut du range, ils ont perdu moins 10, moins 11%.
de volatilité, mais par contre là on va bientôt sortir de ce range puisque ça évolue toujours comme ça par cycle. Donc on a des périodes de forte impulsion qui durent plusieurs années, des périodes de range où ça dure plusieurs années, et là on va bientôt sortir de cette période de range, c'est la nature des cycles. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à la stratégie rentier ou qui l'ont en portefeuille et qui perdent un petit peu patience, gardez patience parce que cette stratégie elle est vraiment très pertinente, c'est du long terme, donc il faut être patient. On a aussi bien le portefeuille anti-crise. Alors ça c'est une très belle assurance à mettre en place pour tous ceux qui redoutent un peu toutes les catastrophes économiques, gouvernementales, les faillites d'État, les faillites d'émetteurs pour le coup. Voilà, ça permet de mettre en place un portefeuille qui est à 90% du physique et qui permet d'avoir une rentabilité qui atteint pratiquement 10% par an. Et si on monitore un petit peu la volatilité de ce portefeuille, on se rend compte que la volatilité est très faible puisqu'on descend rarement à moins de 14% pendant les pires mois depuis 1972. Et il faut aussi savoir que la grande force de ce portefeuille, c'est qu'on peut le mettre en place dans différentes devises. Donc on peut lisser son risque de devise en le mettant en place dans différentes devises. Et enfin, on a la stratégie rendement max qui, elle, permet d'exploiter les grosses bulles qui ont lieu sur les différentes ETF, donc sur des grosses classes d'actifs macroéconomiques. Et là, ça nous permet d'avoir des rendements qui sont vraiment extrêmement importants. Alors par contre, la volatilité du portefeuille explose elle aussi, parce que quand on vise du 30 ou du 40% sur certaines années, on ne peut pas avoir une volatilité de portefeuille qui soit maintenue à moins 5 ou moins 8% de baisse sur le portefeuille, comme ça pourrait être le cas avec du swing trading sur action. Là, clairement, on s'expose à beaucoup plus de volatilité, mais voilà, c'est une approche globale macro qui permet, c'est la seule d'ailleurs approche globale macro qui permet à ma connaissance, de générer des rendements hors du commun. Donc voilà, sur cette page aussi, tout en bas, vous avez 6 articles pour mieux comprendre un petit peu ces approches, corps et satellites. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email et j'y répondrai avec grand plaisir. Le lien de cette page est en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, vous allez apprendre beaucoup de choses puisqu'il y a plein de vidéos en rapport avec ces 4 portefeuilles.